Eh ben salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Face à Raju. Aujourd'hui mon invité c'est Abigail. Oui, Comment salut. ça va? Bah ça va et toi? Bah nickel, hein, franchement Ouais. bien. Oui on se connaît en fait, parce qu'on Oui. s'est déjà vu. C'est la seconde fois qu'on se voit, ouais. Ah ouais, Abigail Mm. Baran, on s'est déjà vu il y a 2 ans, tu étais venu dans le street show Ouais. à l'époque pour nous parler donc de ta maladie, de ton syndrome, comment on peut appeler ça en fait? Un trouble. De ton trouble, Ouais. borderline. Tu voyageais pas mal, hein, c'est ce que tu nous avais parlé à l'époque. On va continuer à en parler aujourd'hui. On va faire un point. Qu'es-tu devenu depuis 2 ans? Comment donc ça a évolué, hein, ce symptôme, enfin ce trouble borderline? Qu'est-ce que c'est être borderline? Parce que voilà, on va refaire un petit peu le storytelling. Alors toi, on t'a reçu il y a 2 ans. On t'a reçu il y a 2 ans, donc on disait pour parler de ça. Et puis il n'y a pas si longtemps, on a reçu Erwan Giroud qui lui a parlé de la maladie de la bipolarité. Et je lui ai posé la question, justement, c'est quoi la différence entre bipolaire et borderline? Il m'a dit c'est la même chose, borderline c'est la version anglaise. Ça veut dire en gros bipolaire en anglais. Et donc du coup maintenant, je lui dis bah on avait reçu Abigail qui nous avait parlé de ça. C'est ce qu'il nous avait dit. Donc maintenant, moi j'ai envie d'avoir ta définition à toi. Est-ce que c'est la même chose bipolaire et borderline? Alors, c'est pas exactement la Ouais. même chose parce que la bipolarité, c'est un trouble de l'humeur. Borderline, c'est un trouble de la personnalité. Après, je pense que si tu veux plus de détails là-dessus, je pense qu'il faut poser la question à un psychiatre parce qu'il n'y a qu'un psychiatre qui pourra t'expliquer ça vraiment en détail. Mais tu veux que je t'explique ce que c'est que borderline? Ah bah oui, on est là pour ça. Oui. Forcément, on est venu pour faire une émission là-dessus, donc Ouais. notamment parce que tu étais venu nous parler de ça, comment c'était né justement, c'est né Ouais. dans ta jeunesse, fin de jeunesse, dans ton adolescence. Ouais. Donc du coup, trouble de la personnalité borderline. Donc la chance qu'on a, c'est qu'il est très bien identifié dans le monde de la psychiatrie. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. 9 critères, et il faut cocher 5 des 9 critères pour avoir le diagnostic. C'est Ok. pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas tous et toutes borderline de la même façon, parce qu'on ne coche pas tous et toutes les mêmes 5 critères, puis il y en a qui ont plus que 5 critères. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a des personnes qui peuvent se reconnaître dans quelques critères, mais ce n'est pas forcément suffisant pour poser le diagnostic par rapport à ça. Et je tiens à le préciser aussi, le diagnostic, ça se fait chez un psychiatre. D'accord. Donc voilà, et donc chez moi, comment ça s'exprime? Ça va passer par une hypersensibilité, une hyperémotivité, une hyperimpulsivité, en fait très hyper. Moi, je pense que les superlatifs ont été inventés par des gens borderline. Être poussé dans les extrêmes, c'est-à-dire avoir une pensée très dichotomique, donc c'est tout ou rien, c'est tout blanc ou tout noir. C'est quand j'aime, j'aime, parce que je ne sais pas aimer autrement qu'en donnant mon 200%. Et quand j'aime, j'aime pas. Je pense que je suis une personne qui est très entière. Vraiment, la nuance n'existe pas, la demi-mesure non plus. Ça, c'est un peu pour le pire, tout comme pour le meilleur. Ça se caractérise aussi par la sensation d'être très dysfonctionnel. Donc moi, j'appelle ça le vilain petit canard, c'est-à-dire les autres oui, moi non, de se sentir toujours en marge de la société, en dehors des codes, en dehors des normes, etc. Voilà. Et aussi, c'est quand même très centré sur l'image de soi. Donc, soit une idéalisation, soit une détestation très forte. Donc, grosso modo, ça peut passer par, je sais pas, il se passe un truc trop bien, je ressens le truc fois 1000 et je trouve que je suis une personne super. Et puis, en fait, un tout petit truc, paf, et en fait, je suis une personne monstrueuse et je mérite pas de vivre et je mérite pas d'exister. Parce Ouais, c'est comme ça que tu penses. Ok. c'est très binaire. Et parce que aussi, il y a une sensation de vide quasi constante qui fait qu'on peut ressentir un vide intérieur très fort. Et possiblement, on peut essayer de remplir cette sensation de vide avec tout plein de choses. Voilà. Et dernier critère, et après je m'arrête là, c'est aussi caractérisé par une peur du rejet et de l'abandon très forte. Alors moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est qu'on a de la victimisation un peu. On a l'impression, tu dis, que tous les autres sont contre moi, on se sent rejeté. Alors on a de la sensibilisation. Le sentiment de persécution, c'est pas quelque chose que j'ai, mais c'est quelque chose qu'on peut voir.
Tu dis ça par rapport au sentiment d'être très dysfonctionnel et d'avoir peur du rejet et de l'abandon? Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça un peu, ouais. Avoir peur du rejet, ou non, tu disais des fois, moi les autres et moi d'un côté. Oui, mais ça, dans ma logique, c'est caractérisé par, en gros, cette hypersensibilité, etc. Ça fait que je ressens le monde avec une certaine forme d'intensité. Ça va créer chez moi, vu que je n'ai pas forcément conscience de mes limites, ça veut dire que la limite, c'est l'effondrement. Et qu'en fait, je peux être possiblement beaucoup plus lente que d'autres personnes à pouvoir digérer des situations ou des émotions. Parce que ça monte très très haut et ça prend énormément de temps avant de redescendre. Donc il y a un peu... Alors comment c'est né? Comment ça arrive? À quel moment tu t'en rends compte? Moi, je m'en suis rendu compte... L'effet qui fait l'élément déclencheur. Attends, c'est quoi ta question? Comment tu te rends compte que tu as un trouble de la personnalité borderline? Alors moi, du coup, ça s'est traduit vers l'adolescence. Parce qu'en fait, il y a des comportements d'autodestruction, d'autosabotage, il y a tout plein de stratégies. Je rejette avant d'être abandonnée parce que j'ai tellement peur de l'abandon que je préfère le provoquer plutôt que de le subir. Donc voilà, c'est plein de mécaniques de pensée qui se mettent en place, etc. Et donc moi, alors avec le recul que j'ai aujourd'hui, si tu veux, ma première tentative de suicide, j'avais 14 ans. Ok, donc il y a une TS. Ouais. Parce qu'on est quand même sur l'un des troubles avec le plus haut taux de passage à l'acte suicidaire. C'est-à-dire que la détresse est réelle dans ces troubles-là. Donc, je te donne un ordre d'idée. Moi, en tout et pour tout, j'ai fait 4 tentatives de suicide dans ma vie. Et j'ai passé 9 mois dans des hôpitaux psychiatriques. Donc, en gros, ça s'est manifesté, je pense que 9-10 ans, les premières pensées sombres et pensées noires, pensées suicidaires. 14 ans, tentative de suicide. Et vers 15-16 ans, j'étais déjà sous antidépresseurs. Et c'est dû à quoi? Alors, moi, la cause, je la connais très bien. Après, je n'ai pas forcément envie de l'exposer. Mais en gros, c'est quand même quelque chose qui s'est construit. C'est-à-dire que dans mon cas personnel, ça s'explique très bien dans le sens où je suis dyslexique. Donc, quand j'étais petite, j'avais du mal à lire, à écrire, etc. Donc déjà, très tôt dans l'enfance, en fait, moi, j'étais dyslexique, donc j'avais des problèmes scolaires qui étaient très forts, donc c'était assez compliqué. Ensuite, la peur du rejet et de l'abandon, ça sort pas de nulle part non plus. C'est, il y a eu des abandons répétés, réels ou imaginaires, mais en tout cas vécus comme tels, qui ont fait que tout ça, s'est vraiment construit. Oui. Et il y a une psychiatre qui m'avait expliqué ça comme ça et j'avais adoré. En fait, trouble de la personnalité, faut inverser les mots. En fait, c'est la personnalité qui a été troublée très tôt dans l'enfance qui a fait qu'on n'a pas pu se développer correctement. C'est-à-dire que de base, on va dire que j'avais une hypersensibilité et une hyperémotivité. Et ensuite, tout ce qui s'est fait autour de ça. Par exemple, tu as un enfant, quand il pleure, en fait, on apprend la régulation émotionnelle quand même très tôt, très jeune quand on est enfant. Ça, c'est quelque chose qui, chez moi, a été manquant. C'est pour ça qu'au final, quand je suis arrivée à l'âge ado-adulte, en fait, il y a des cases qui sont manquantes et il y a des apprentissages qui n'ont pas été faits. La bonne nouvelle, c'est que ça peut se faire, mais ça s'est vraiment construit sur plein d'événements de vie et notamment sur l'invalidation. L'invalidation, c'est quand on te fait sentir que ton émotion, tu n'as pas à la ressentir. C'est vraiment cette sensibilité, je ne vois pas pourquoi tu te mets dans des états comme ça, arrête de pleurer. Plutôt que de dire, j'entends et je vois que cette situation-là est douloureuse pour toi et on est ensemble là-dedans. Ça, c'est différents types de réactions que je vois, je comprends ce que tu veux dire, effectivement, quoi. La compréhension, la tolérance envers l'autre, finalement, pour aider une personne, c'est ça. C'est pas forcément être dans le jugement, c'est forcément savoir accompagner. Parce que peu de gens, tout le monde ne sait pas le faire. C'est impressionnant. L'accompagnement, pas personne, mais très peu de gens savent le faire en soi. Mais parce qu'on n'est pas, formé pour, éduqué à ça. Éduqué à ça, ouais. Je suis en train de m'étouffer. Ouais, parce que alors là, aujourd'hui, on parle de ta situation, d'autres situations, ça peut exister, mais si on reste focus sur la tienne, bien évidemment, donc il y a un élément, en gros, pour résumer, pour continuer plutôt dans ce que tu dis. Dans ta jeunesse, il y a des éléments qui font que
bah, ta sensibilité se développe davantage, qui fait quelque chose, ça va te mettre mal. Et du coup, à ce moment-là, tu as besoin d'avoir un accompagnement. Bon, bah, t'en as un, mais peut-être pas suffisant à ce moment-là. Donc, ce qui fait que bah, ton trouble va se développer. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et donc, tu disais aussi tout à l'heure dans donc, le hyper, on disait toujours. Et c'est vrai que la dernière fois que tu étais venu, je crois que tu disais beaucoup dans ce que tu disais, quand tu parlais. On s'était fait la remarque avec quelqu'un à qui j'avais regardé la vidéo qui m'avait dit ça aussi. Donc, on avait revu l'épisode et dit ah oui, c'est vrai qu'elle est toujours très extraordinaire. Enfin, toi, des trucs comme ça, toi. Mais oui, et puis d'ailleurs, quand je suis chez mon psychiatre, bon, bah, soit je décris une situation qui est idéaliste, soit je décris une situation qui était catastrophique. Ah oui. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à décrire le monde mais en fait tel que je le ressens moi, tu vois. Si j'utilise beaucoup de superlatifs, c'est parce que j'ai envie que les personnes en face comprennent comment moi je l'ai ressenti, cette situation ou cette chose, etc. Voilà. C'est pour ça que je peux m'exprimer avec des choses comme ça complètement. Voilà. Alors toi, tu as voyagé aussi. Hein. Parle-nous de ça en fait. Tu as fait ça aussi. Hein, donc, Ouais, je me souviens que la dernière fois, je crois que je t'avais parlé d'un voyage en autostop que j'avais fait entre 2 hospitalisations en psychiatrie. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, donc j'étais partie faire de l'autostop parce que justement, ça c'est une autre dimension des troubles psychiques, c'est-à-dire que tu as la partie, on va dire, très médicale, et ensuite il y a comment je me rétablis et comment je retrouve une place dans la société. Parce que ça, ce sont des vraies questions. Si, tu vois, déjà pour les personnes lambda, c'est pas évident de naviguer dans la société dans laquelle on est, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je me fais des potes, etc. Mais alors d'autant plus quand on a un diagnostic de trouble psychique, moi c'était des questions qui étaient centrales. Et en l'occurrence, c'est parti par bah ouais, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie parce que j'étais en crise identitaire et parce que il fallait aussi que je retrouve un sens dans tout ça. Au-delà, c'est quand même un trouble de la personnalité, donc il faut quand même réussir à savoir qui on est en dehors de ça. Trouble de la personnalité, voilà, c'est ça de quoi on parle aujourd'hui. Alors pour toi justement, ça te... Alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bah, déjà tu le vis beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, ça se sent. Ah ouais? Ah oui, complètement. Ouais. Je pense que c'est parce que j'ai plus l'habitude de m'exprimer dans les médias aussi. Ah mais complètement, enfin, c'est vrai que pour rappeler, on va expliquer un peu comment ça s'est passé à 2 ans, parce que je me rappelle très bien, on fait toujours des journées de tournage, à l'époque on tournait vraiment toute la journée, tu étais venu la toute première, à 8h du mat. Et on voyait, bah, tu étais assez discrète, tu parlais pas trop, c'était une de tes premières interviews, je crois que tu nous avais dit, ou peut-être une deuxième, ouais, dans tes premières, on va dire. Je devais être super stressée. Ouais, et puis ouais, tu disais, en fait, on n'avait pas tellement parlé avant, on a parlé beaucoup pendant, et après aussi, quoi. Et depuis, on était restés en contact, quoi. Mais voilà, on voyait, voilà, il fallait que t'avais dit ce qu'il y avait à dire, hein, forcément, t'avais bien décrit ton voyage, tout en étant vraiment, on sent pas que t'étais pas sûr, mais tu vois, enfin voilà. Là aujourd'hui, on voit que c'est voilà, qu'il y a eu de l'assurance, il y a 2 ans qui sont passés, 2 ans c'est beaucoup. Et justement, ce trouble, il s'est un peu allégé pour toi. Hein. Tu disais, aujourd'hui, tu fais des podcasts aussi? Oui, complètement. En fait, j'ai décidé de lancer mon propre média de témoignages entre personnes concernées aussi, parce que c'est vachement important, de pouvoir témoigner à visage découvert, parce qu'il y a une honte qui est énorme. Et oui, aujourd'hui, moi, je m'estime stabilisée et rétablie du trouble de personnalité borderline. Comment se rétablit? Oui. C'est important pour les gens qui le sont, qui pensent l'être, je sais pas. Bah ouais, carrément. Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu une carence d'apprentissage. Ouais. Donc en fait, on a des thérapies qui sont ciblées pour le trouble de personnalité borderline, où justement on fait tous ces apprentissages. Je te donne des exemples très concrets. Bon bah voilà, par exemple, ça c'est connaître ses facteurs de vulnérabilité. Les facteurs de vulnérabilité, c'est bon bah voilà, moi je sais que, je te donne un exemple, quand j'ai pas dormi de la nuit, imaginons que je suis alcoolisée, imaginons que je rentre dans un métro qui est bondé. Bon, il y a des facteurs de vulnérabilité et possiblement la régulation émotionnelle va être plus compliquée. Vulnérabilité, c'est quoi exactement la vulnérabilité? Bah, c'est des facteurs de vulnérabilité, c'est-à-dire que peut-être que tu es un peu plus vulnérable quand tu n'as pas dormi. Être faible en gros, c'est ça Non, la vulnérabilité, c'est pas de la faiblesse. Bah, c'est quoi? Bah, c'est juste être plus exposé.
à certaines choses. Ah oui, ouais, plus sensible à certaines. Exactement. Exactement. Ouais, Quand ton seuil, imaginons, tu n'as pas mangé de la journée, tu n'as pas dormi, bon, bah, je sais pas, la machine à café, elle marche pas, il y a moyen que tu t'énerves contre la machine à café. Tu vois ? Ah ouais, bah, c'est un peu ce qui m'arrive en ce moment. J'ai pas mangé, j'ai pas trop dormi. Bon, heureusement, Voilà. le Donc, café, c'était possible. Là, tu es dans des facteurs de vulnérabilité. Heureusement que le café, c'était possible, hein, parce que la machine à café marchait. Ouais, voilà, qui font que peut-être, enfin, possiblement, la régulation alors du coup, émotionnelle. d'accord. Donc ça, je suis d'accord. Mais alors du coup, ça veut pas dire qu'on est borderline forcément. Non, pas du tout. On peut être vulnérable justement pour ça, même qu'on est fatigué. Ce que tu viens de dire, on peut être alcoolisé, avoir peu dormi et le métro, on peut aussi être. Oui. C'est pas forcément. Donc c'est un facteur d'être borderline, parce que je pense que même quand on ne l'est pas, c'est. Oui, non mais oui, complètement. C'est ça, hein. C'est juste que sur les personnalités borderline, ces choses-là, ça peut avoir des conséquences possiblement plus fortes. Et tout ça, c'est des apprentissages sur comment on se régule, tu vois. Je te donne, donc là, par exemple, ça c'est un outil, mais en réalité, les outils de thérapie, c'est des outils qui peuvent servir à absolument tout le monde. Hein. Comment, tu vois, ok, je te donne un exemple sur les crises. Bon, bah voilà, moi, quand je fais une crise, imaginons, c'est connaître des stratégies de tolérance à la détresse qui peuvent me permettre de traverser cette crise. Ça, typiquement, c'est des compétences qu'on apprend en thérapie. Pareil, sur les relations interpersonnelles, voilà, on sait que les relations, c'est un truc qui peut vachement déclencher parce qu'on sait qu'on peut possiblement être sujet à des abandons réels ou imaginaires. Voilà, comment on va dialoguer dans les relations avec les personnes pour pouvoir désamorcer ces choses-là. Parce que justement, par rapport aux relations amicales ou amoureuses, comment ça se passe ? Les personnes qui t'ont côtoyé, est-ce que ils ont dit ouais, c'est pas possible. Est-ce que pour eux ça peut affecter l'entourage Alors ça peut affecter. Est-ce que c'est compliqué pour l'entourage ? L'entourage complètement. Ça peut être compliqué pour l'entourage. Moi, je sais que j'ai passé une première partie de ma vie, donc avant d'être diagnostiquée. Moi, je fais une différence entre les personnes qui savent qu'elles sont borderline, qui sont diagnostiquées, et les personnes qui ne le savent pas encore. Donc moi, avant d'être diagnostiquée, j'avais une vie amoureuse qui était chaotique parce que j'abandonnais, je quittais systématiquement les personnes avec qui j'étais parce que j'avais une image de moi qui était tellement détestable, je ne supportais pas qu'on puisse m'aimer. Parce que j'étais dans un... Mais ça, c'était pas un jour et le lendemain, par exemple, t'avais pas une adoration de toi ? Quand tu disais que ça pouvait être dans l'autre sens sur le rejet dans les relations amoureuses, non, pas forcément. Non, ça restait dans le jour, d'accord. Par contre, derrière, s'ensuivait une très grosse culpabilité parce qu'en plus de ça, c'était un cercle vicieux de « je fais du mal aux gens que j'aime, du coup je suis une personne détestable, du coup je ne mérite pas de vivre, etc. » Évidemment que ça fait énormément de mal à la personne en face. Ce que j'aimerais aussi rappeler, c'est que la personne qui est en souffrance là et pour lequel c'est vraiment intolérable, c'est aussi la personne concernée. On est aussi en souffrance quand on utilise ces mécanismes. C'est parce que jamais personne ne nous a appris à agir autrement que comme ça. C'est des stratégies, c'est une urgence à agir en fait. C'est des stratégies de survie qu'on a mis en place parce qu'on n'avait pas d'autres alternatives. En plus, être borderline, justement, le trouble de borderline, c'est pas quelque chose qui a été, qui était connu. C'est-à-dire, c'est pas un terme qui est... C'est très méconnu, très mal compris. Et grâce à toi, ça commence à être connu. Parce que toi et d'autres gens, on commence à en parler. Ouais, on voit de plus en plus de vidéos. Est-ce que, par exemple, je te pose, quand on a ça, on peut adorer une personne une journée et le lendemain détester la personne ? On peut avoir une idéalisation. J'ai cru voir ça dans une vidéo. Une dévalorisation. J'ai vu ça dans une vidéo où on pouvait aimer son copain, c'est une nana qui peut être et puis le lendemain, le mec est devenu un vrai connard, quoi. Aux yeux de la personne, je parle. Après, je tiens à préciser, c'est très propre à chacune aussi. Okay. Tu vois, la façon dont ça va s'exprimer, ça reste quand même très individuel à chacune. Mais en effet, on peut complètement avoir ce truc-là de... ok, donc ça existe vraiment. Ouais. Je trouve que la personne, elle est super, voilà, et puis elle répond pas à mon SMS. Est-ce que ça veut dire qu'elle va me quitter ? Est-ce que ça veut dire que... voilà, et puis potentiellement rebasculer d'autres choses. Pour faire une comparaison avec bipolaire, tu disais que c'était pas vraiment un trouble de l'humeur,
Le trouble Bipolaire, c'est un trouble de Ouais, l'humeur. ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Mais tu disais que justement, borderline, il n'était pas. Mais finalement, il y a quand même un peu d'humeur si tu as peur d'être quitté par rapport à un SMS qui n'est pas envoyé, donc tu t'énerves quand même, en fait, non? Comment tu manifestes ça, en fait? Ta peur, tu la manifestes comment? Ma peur, je la manifeste. Bah, là, c'est tous les mécanismes et toutes les stratégies qui rentrent en place. Tester les limites pour voir si la personne va me quitter. Et puis Ouais, mais quand est-ce que elle tu me vas quitte, t'énerver voilà. comme un bipolaire pourrait s'énerver, être irritable et tout? Alors, en fait, les causes ne sont pas forcément les mêmes. Ouais. C'est-à-dire que sur la bipolarité, on a des phases de façon très, pas caricaturale, mais simple. Bipolaire, on va avoir des phases dépressives et des phases maniaques, donc des up and down. Borderline, on est sur une hypersensibilité. Tout le temps. Voilà, oui. On a une hypersensibilité et en fait, c'est notre réaction au monde et aux déclencheurs qui vont faire qu'on va avoir des émotions, des réactions émotionnelles face à ça. Mais si tu veux, borderline, il y a toujours une raison. Il y a toujours un déclencheur, il y a toujours une raison à pourquoi on agit de telle ou telle façon. Et ça, c'est des choses qu'on apprend en thérapie. C'est un peu dans le calcul, en fait. C'est plus... en fait, ouais, tu es conscient de ce qui peut t'arriver, finalement, c'est très réfléchi. Je sais pas ce qu'on a l'impression borderline, parce qu'on sait, en fait... tu sais comment tu peux réagir à une situation, quoi. Bah, en tout cas... C'est pour ça, en fait, tu anticipes la peur. En tout cas, si tu as une connaissance de toi suffisamment bien, dans ce cas-là, tu peux reconnaître ces mécanismes-là et donc les déjouer quand ils se passent. Mais enfin, là, moi, je te dis ça aujourd'hui, mais ça m'a mis des mois et des mois et des mois de thérapie pour avoir une connaissance de moi suffisamment forte pour pouvoir faire ça aujourd'hui. Ouais, je vois que tu es un peu, on va dire, soulagé, on va dire, plus en paix avec toi-même. Comment tu te sens aujourd'hui, justement? Bah, aujourd'hui, je me sens trop bien. Là, t'es pas stressé, là, du coup, on est en famille, là, tu vois, c'est cool. Hein, bah ouais, non, carrément. Et puis aussi... bon, la make-up, t'as pas reconnu, donc ça t'a pas énervé, ça, du coup? Ah bah attends, justement, exemple concret, cas d'école. Justement, t'auras pas eu un sang... Pas non, du tout. Peut-être avant, t'auras peut-être eu quelque chose, ça, genre de choses. Ah ouais, elle m'a pas reconnu. Non, non mais genre, pas non plus manifester de ouf, mais... Oui, je vois ce que tu veux dire, mais alors ça, en l'occurrence, c'est pas quelque chose que je peux prendre personnellement. Ouais. Par contre, en effet, il y a quelque chose de l'ordre de personnaliser beaucoup les choses. Je te donne, pareil, un exemple très concret. Imaginons, la personne ne m'a pas dit bonjour, bon, bah, ça veut dire qu'elle me déteste. Ah oui, d'accord. Ça peut être ce qui s'appelle une pensée automatique. C'est-à-dire, c'est des pensées automatiques de je personnalise la chose. Le travail qu'on va faire en thérapie, c'est chercher ce qui s'appelle les pensées alternatives. Quelles sont toutes les autres options, mis à part celle-là? Et en fait, si tu veux, c'est un peu rééduquer la personnalité pour voir la troisième option et voir la nuance dans une pensée qui est très binaire. Donc oui, donc là aujourd'hui, finalement, on peut s'en sortir, on peut... Oui, et d'ailleurs... Il y a un travail sur soi à faire toujours, ouais. quoi, c'est ça. Aujourd'hui, je travaille dans un hôpital psychiatrique au contact de groupes de parole de personnes diagnostiquées borderline et je suis aussi devenue sophrologue, donc je fais des ateliers de sophrologie pour les personnes borderline. Pour soulager, voilà, pour le soulagement, pour la discussion et pour... justement, donc, ouais, borderline, ça peut en... Alors, est-ce que ça peut pousser à une sorte de violence, on va dire, pas forcément physique, mais une violence morale? Est-ce que ça peut... Ouais, tu disais un peu autodestructrice, vu qu'on peut avoir envie de... De se faire du mal physiquement. Ouais, de se faire du mal, d'avoir une tentative malheureusement de suicide. Oui. Ça peut être aussi... En fait, le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a une stigmatisation du trouble de personnalité borderline qui peut faire, bon, bah vas-y, t'en fais des caisses, t'en fais trop... arrête de faire ton cinéma, ou alors, oh là là, bon, bah, c'est une personne un peu capricieuse. Donc ça peut être la stigmatisation qu'on peut entendre sur le trouble de personnalité borderline. Et en fait, derrière ça, ça invalide la souffrance qui est réelle, parce que derrière ça, on a des personnes qui sont aux urgences psychiatriques à la suite de tentatives de suicide. C'est-à-dire que la souffrance est très très forte et qu'ensuite il y a une confrontation au monde de arrête de faire ton cinéma parce que tu es capricieuse. Alors qu'il y a des souffrances qui sont réelles et merci de le rappeler sur... C'est vrai, il y a des souffrances qui sont réelles, tu as complètement raison. Ouais, et merci de le rappeler sur le fait que
pour certains, certaines, il peut y avoir des comportements autodommageables. Moi, aujourd'hui, j'ai des cicatrices sur le corps qui datent d'il y a plus de 10 ans aujourd'hui, mais c'est des cicatrices que je vais devoir assumer pour tout le reste de ma vie. C'est-à-dire que je me suis abîmée physiquement. Et tu vois, sur les troubles psychiques, on dit que c'est invisible. Pas si invisible que ça non plus, parce que je sais que je suis marquée. En tout cas, tu vas mieux, tu as progressé depuis 2 ans, ça m'a fait plaisir de te revoir à Vivier. Ouais, carrément, moi aussi. C'est vraiment top que tu viens de reparler. Bah, tu reviens bientôt, de toute façon, à peu près tous les 2 ans, mais là on essaiera de faire ça, on va essayer de faire ça avant. Je te fais des bisous, je vous fais des bisous également chez vous, ciao ciao.